Salut tout le monde. Alors, tout d'abord, c'est pas la première partie, c'est la deuxième partie, mais c'est juste qu'on avait fait une petite introduction auparavant et on va s'occuper de faire un résumé de la partie précédente. Je suis Simon, le maître du jeu, et mon seul et unique joueur, c'est Jonathan. Bonjour. Jonathan. Bien sûr. Ah, attends, est-ce que tu peux présenter ton personnage avant que je fasse un résumé de la partie précédente? Bien sûr. Alors, je fais Pierre Blanchard, un conservateur, pas un conservateur, mais un homme qui travaille dans un musée à New York, le Smithsonian. Donc, Pierre Blanchard, avec son nom, vous l'aurez compris, est originaire de l'Europe. C'est un Français qui a décidé d'aller travailler à New York. Il travaille là, il s'occupe des expositions, l'acquisition des œuvres et ainsi de suite. C'est un homme plutôt solitaire qui vit seul en appartement. Il y a des liens avec des voisins pour s'occuper de ses animaux. Sinon, c'est quelqu'un d'assez tranquille. Voilà, vous avez le résumé en face de vous si vous voulez le lire. Donc, Pierre Blanchard, et quand on a commencé notre histoire, c'était il y a 3 jours de ton anniversaire. Tu vas bientôt avoir 33 ans. On est donc le 10 janvier 2000. Et c'est une date qui, au fur et à mesure qu'elle se rapproche, a l'air d'être de plus en plus fatidique. Pierre Blanchard s'est réveillé après avoir fait un rêve étrange. C'était un rêve qui était narré par une voix forte et plutôt féminine, et avec beaucoup d'autorité, qui parlait de l'âge d'or. C'était un âge il y a très longtemps. Jonathan, ça te va si je relis le rêve de l'âge d'or? Oui, tout à fait. Cool. Comme ça te permet de réviser un petit peu avant la partie. Au commencement, il n'y avait rien. Puis il y eut les 12 Elohim, 12 dieux créateurs qui inspirèrent aux humains les signes du zodiaque. Ensemble, ils forgèrent un monde parfait où toutes les créatures pouvaient vivre en paix, l'Éden. Mais cette paix ne dura qu'un millénaire. La fin commença quand les 2 Gémeaux se penchèrent sur la créature la plus complexe d'Éden. Les créateurs les avaient nommés les Adams, mais de nos jours, ils s'appellent les humains. Ces êtres avaient nécessité la participation de chaque Elohim, et la complexité qui en résulta causa un désaccord entre les Gémeaux. Sophia déclara que les Adams étaient des êtres bons, tournés vers la lumière, tandis que son frère Samaël condamnait leurs actes comme mauvais et voués aux ténèbres. Pour résoudre leur désaccord, les Gémeaux accrochèrent à chaque Adam un être de lumière nommé Deva pour noter toutes les actions pures et bonnes, et un être de ténèbres appelé Archonte pour enregistrer chacun de leurs vices et crimes. Les Archontes et les Devas devaient, à la mort de leur Adam, noter tous ces actes dans le grand livre, afin que l'âme de l'humanité puisse être jugée comme bonne ou mauvaise. Et pendant un temps, tout se passa comme prévu. Mais certains Archontes découvrirent qu'ils pouvaient prendre le contrôle de leur Adam. Ils entamèrent un plan pour détruire l'Éden. 72 Archontes détruisirent les 72 piliers du paradis, et un cataclysme s'ensuit. Un cataclysme dont le monde ne se remit jamais. Juste après cela, Pierre Blanchard s'est réveillé dans son appartement et est parti au boulot au musée. Il me semble que tu avais fait quelques petites pauses avant pour faire des recherches sur les détails de ton rêve, avant que ton patron t'appelle dans son bureau. Des recherches sur certains noms comme l'Éden et Adam qui t'ont tous ramené globalement à des mythes du chrétien. Ça semble être le vocabulaire qui a été utilisé la plupart du temps. Et on avait dit quoi comme raison pour que mon personnage ait un rêve aussi étrange? On avait dit... Un mélange de croyances et de ce que j'avais entendu récemment. Ouais. Il y avait aussi une histoire sur le fait que ton personnage avait... comment dire, que ton personnage approchait les 33 ans et que... Oui, l'âge de crucifixion de Jésus. C'est ça, l'âge auquel Jésus fut crucifié, et que donc du coup peut-être que c'est l'approche de ton anniversaire qui t'avait rappelé ces quelques détails. Bref, peu après ça, ton patron, Paul Billitz, le conservateur du musée d'histoire naturelle, t'appelle dans son bureau et te raconte que l'une des personnes qui fournit énormément d'argent au musée, l'un des
donateur souhaite se procurer tes talents d'acquisiteur d'œuvres pour se procurer un cadeau d'anniversaire et elle souhaite te rencontrer afin que tu obtiennes cette œuvre. Bon alors, pour le moment ça semble pas être super palpitant au jeu de rôle, mais on va y venir. Et ton personnage avait accepté le dîner, sachant que si tout se passait bien, tu devais être parti pour Londres pour t'occuper de faire l'acquisition du tableau aux enchères, et ton personnage a rencontré Madame Niré Agopian. Et lors du dîner qui s'est ensuivi, tu as appris deux ou trois détails sur elle. Il me semble que c'est à ce moment-là que tu as appris que son mari était plutôt riche et qu'il s'occupait de ventes en Europe, et que c'est pour ça qu'elle pouvait se permettre de se procurer des œuvres assez rares pour son anniversaire. Et son intérêt s'était porté sur ce tableau, Stonehenge par John Constable. Et du coup, elle avait jugé que tu étais adéquat à t'occuper de ses finances lors de la vente aux enchères. J'ai également appris que c'était son anniversaire la même journée que moi. Ah oui, et qu'elle avait pris une fête. Quel mot elle avait utilisé pour décrire sa fête? Quel mot? C'est quelque chose dont on n'oubliera jamais et qu'on va se rappeler, quelque chose comme ça? Oui, quelque chose dans ce genre-là. Elle a une villa pas loin de Londres et elle a invité beaucoup de personnes pour cette fête, y compris toi. Vous avez pris l'avion et alors que ton personnage était en train de rêver au-dessus de l'Atlantique, ton personnage a eu un second rêve narré par la même voix. Il s'agit d'un rêve des âges qui suivirent l'âge d'or. Dans les ruines d'Éden, les Elohim se réunirent, furieux d'avoir vu leur travail ainsi gâché. Ils emprisonnèrent les Gémeaux dans un lieu nommé le Labyrinthe et décidèrent que l'un d'entre eux devait être puni pour le pari. Mais ils n'arrivent pas à déterminer lequel des Gémeaux avait tort sur la nature véritable des Adams. Ils choisirent donc de continuer le pari, mettant en place des sécurités pour que les Adams ne soient plus possédés par leur archonte ou dévin. Puis ils divisèrent le reste des temps en 11 millénaires. Chacun des Elohim ayant la tâche de veiller sur l'un d'entre eux, et à la fin du dernier millénaire, ils s'assembleraient pour le jugement dernier sous le signe du Verseau, qui représente les 12 Elohim. Ainsi commença le millénaire de la Vierge. Elle prit vite pitié des 72 dévas dont les Adams possédés avaient détruit l'Éden. Elle ramena les 72 Adams à la vie et leur offrit la possibilité de se racheter pour la destruction du paradis. Ils reviendraient à la vie une fois par millénaire, et à leurs 33 ans, les Adams peuvent choisir entre la lumière et les ténèbres et être possédés soit par leur archonte ou par leur dévin. La Vierge créa ensuite des gardiens pour protéger ces 72 Adams des foudres des Elohim. Ces gardiens, appelés les épées de feu, ont pour tâche d'empêcher les Elohim d'intervenir sur Terre ou de faire du mal aux 72. Une fois sa tâche accomplie, la Vierge repart vers les cieux. Quand vient le millénaire suivant, le Sagittaire remarque vite la présence des 72 réincarnés sur Terre. Il s'y rend pour punir les êtres qui avaient détruit l'Éden, mais ils doivent vite battre en retraite quand les épées de feu entrent en jeu. Il se place alors dans le ciel et lance un déluge de flèches vers les 72. Mais ces tirs sont déviés par les épées de feu, et les flèches viennent se ficher dans les autres archontes et dévas qui ne sont pas sous la protection des épées de feu. Cela dure jusqu'à ce que seuls les archontes et les dévas des 72 existent encore. Seules leurs actions seront inscrites dans le grand livre. Vaincu et ayant empiré la situation, le Sagittaire bat en retraite alors que son millénaire prend fin. Commence alors le millénaire du Poisson, qui réfléchit à une solution pour mettre fin à ce pari qui tourne mal. À la fin de son millénaire, il va voir son successeur, le Bélier, et lui confie une tâche, inspirer aux humains une haine envers les 72 pour qu'ils soient exécutés. Et s'ils sont exécutés, le cycle de réincarnation cessera. Le Bélier insuffle donc aux Adams la création de 8 organisations secrètes vouées à l'extermination des 72. Il leur donne l'arme parfaite pour tuer les 72 en s'inspirant des gardiens, l'épée. Les 8 naissent et commencent leur chasse, une chasse qui continue jusqu'à de nos jours. Mais le Bélier souffle trop fort et inspire aux hommes la soif de la guerre. S'ensuit un âge de violence sans fin qui force les Elohim à se réunir une dernière fois. Après cela, ton personnage se réveille et, un peu secoué par le rêve, se dirige vers l'hôtel où tu fais des plans avec Niré pour la vente aux enchères. Il me semble aussi que tu avais fait des recherches à la bibliothèque sur quelque chose. C'était ton rêve ou c'était le tableau?
J'avais fait des recherches sur le tableau pour être plus près pour la vente aux enchères et afin de voir si c'est des informations que je peux utiliser à mon avantage pendant la vente aux encheurs. Le tableau, donc John Constable, tu avais appris que John Constable c'était un paysagiste assez connu du début du 19e siècle, qui avait vécu à Londres, qui était connu pour ses peintures presque paradisiaques, des collines autour de Londres et allant jusqu'à Stonehenge. Et tu avais appris que la peinture en question, à l'aquarelle, qui allait être vendue, était empreinte d'une certaine mélancolie à cause de la vie difficile du peintre à ce moment-là, et tu voulais utiliser ça pour décourager certaines personnes de se procurer le tableau. Et c'est tout, si je me rappelle. C'est à peu près ce que j'avais trouvé, oui. Okay. Après, tu t'es dirigé vers le bar à l'arrière duquel la vente aux enchères allait avoir lieu, et tu avais vu différents groupes. Tu t'étais aussi informé que la vente aux enchères, c'était un collectionneur qui avait récupéré plein d'objets en rapport avec la vie d'une personnalité importante du début du 19e siècle, le chevalier Déon, qui était un chevalier français travaillant à Londres, et que plein d'objets en rapport avec ce chevalier là était en train d'être mis en vente, et que le tableau était apparemment connecté au chevalier, bien que tu n'aies pas encore déterminé en quoi. Et tu avais inspecté les lieux, tu avais discuté avec différentes personnes pour essayer de savoir qui était intéressé par le tableau et qui allait être ton concurrent, ce qui amenait à rencontrer cette personne-là, et qui assez froide t'a un peu envoyé chier, et cette personne-là qui, pareil, qui semblait être assez joyeuse, mais qui s'est avérée être une adversaire redoutable lors des enchères. Donc les enchères ont commencé, et tu as dû dépasser les fonds que Niré t'avait proposé en la convainquant de parier plus haut, et en intimidant tous tes autres adversaires, tu étais arrivé à obtenir le tableau. On avait tenté de m'intimider préalablement, et c'est pour ça que j'ai utilisé cette technique-là, pour leur montrer qu'ils ne me faisaient pas peur. C'est ça. Il me semble que c'était Agis qui avait tenté de Oui, effectivement. Vous étiez resté là jusqu'à environ la fin de la vente aux enchères, au moment où le bruit d'une explosion a fait fuir Pierre Blanchard hors du bâtiment avec le reste des convives. Presque tout le monde était sorti, à part Niré Agopian, qui, elle, est restée en arrière pour aller voir exactement ce qui se passait. Au moment où elle est ressortie dans la rue pour parler avec toi au milieu de la foule surprise, elle t'avait appris que le tableau avait été volé. Et c'est là-dessus qu'on avait terminé, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc voilà, est-ce que tu allais faire après ça? Je présume que beaucoup de voitures de police et ainsi de suite. Ouais, il s'était passé un petit peu de temps entre le moment où tu étais sorti et la fin de la partie. La police avait commencé à arriver, à boucler les lieux, et à commencer à interroger les personnes qui étaient présentes. Est-ce que tu as quelque chose à dire à la police? Oui, c'était mon intention, donc je vais attendre que ce soit mon tour pour parler. Donc voilà, c'est un policier londonien qui vient te voir. Il a entendu beaucoup de personnes parler des événements. Il te demande si tu as un détail qui sort de l'ordinaire ou quelque chose comme ça dont tu veux lui faire part à la police. Écoutez, monsieur l'agent, je sais pas si vous avez parlé à monsieur... Est-ce que je sais leur nom? Non, malheureusement, je t'avais montré l'image, mais tu peux faire une description physique de cette personne, mais il n'a pas eu son nom. Écoutez, à ma connaissance, il y avait juste 3 personnes qui enchérissaient sur le tableau, ou il y en a d'autres qui ont enchéri et abandonné? Au tout début, oui, mais ceux qui sont montés jusqu'au prix fort, c'était Agis qui a abandonné en premier, et puis Tisha et toi. Écoutez, il y avait plusieurs personnes qui ont fait des enchères au début, mais je vous dirais qu'avant la vente aux enchères, quand on est des acheteurs, on parle un petit peu entre nous, on essaie de saisir qui veut le tableau, puis il y a un homme, je sais pas c'est quoi son nom, cheveux courts, bien coiffé, des lunettes carrées. Cet homme-là a tenté de m'intimider afin que je me retire de la vente aux enchères avant même qu'elle commence. C'est quelque chose que je suis habitué, les enchères. C'est un milieu un peu féroce. Mais je vous dirais que il était pas très content quand j'ai surenchéri par-dessus lui. Et il a quitté les lieux assez fâché. Si vous réussissez à le retrouver, ça pourrait être une piste. Il y a une dame aussi qui était intéressée par le tableau, mais elle était un petit peu fâchée également. C'est un petit peu normal, mais elle était plus réservée. Jeune demoiselle, longs cheveux blonds, pas de lunettes.
Je vais lui dire la grandeur parce que je sais pas, je l'ai pas physiquement vu là. Il prend note de tout ça et il t'explique qu'ils ont des registres des personnes qui ont participé à la vente aux enchères, parce que si tu veux surenchérir, il faut s'inscrire, quoi. Donc en gros, il va, en trouvant les images qui correspondent au nom, il va pouvoir voir qui est cette personne suspecte. À propos, depuis l'explosion, tu as vu Tisha sortir du bâtiment. Elle était encore dans le coin, mais tu n'as pas vu Aguis depuis qu'il est parti énervé en plein milieu de la vente aux enchères. Le policier te demande si tu veux bien venir au poste pour faire un portrait robot de la personne dont tu parles, avant qu'ils obtiennent les photos. Comme ça leur simplifiera un peu la tâche. Certainement. Est-ce que vous voulez que je vienne tout de suite? Oui. Mireille attrape ton bras et te demande où vas-tu. Je vais au poste. La police a besoin de plus d'informations de ma part pour le vol du tableau. Si vous voulez retrouver votre tableau, il faut qu'on leur donne les informations qu'ils fassent leur travail. Là. Écoute, je t'ai engagé pour obtenir ce tableau. Là, clairement, un braquage comme ça, la police va pas arriver à les retrouver aussi facilement. Il faut qu'on trouve un autre moyen. Tu la vois assez frustrée de toute cette expérience. Je suis conscient que c'est frustrant. C'était votre cadeau d'anniversaire. Vous avez mis beaucoup d'argent, mais... Vous voulez faire quoi? Aller sonner aux portes puis demander aux gens s'ils l'ont vu? Elle lâche ton bras assez énervée, elle dit je vais trouver un autre moyen. Et puis voilà, elle va faire une déposition beaucoup plus courte. Elle te dit qu'elle va se diriger vers l'hôtel. Puis elle sort. Bon. Si elle remarque mon non-verbal, elle peut voir que j'ai l'air un peu confus. Je veux dire, je peux comprendre qu'elle est frustrée, mais là, c'est un peu over frustré pour un tableau, là. Je veux dire, elle l'a pas déboursé le tableau, il s'est fait voler avant qu'elle l'achète, donc c'est moins pire, là. Tant qu'à moi, en tout cas. J'ai dit, par contre, avant qu'elle parte, je vais essayer de faire des appels de mon côté. J'ai quelques contacts dans des musées ou des revendeurs. Si quelqu'un a des nouvelles, c'est sûr que je vais garder l'œil là-dessus. Ok, tu peux chercher un revendeur. Eh bien, écoute, c'est un très bon moment pour parler des ressources. Tu n'avais pas encore utilisé tes ressources, de ce que je me rappelle. Effectivement, je n'ai pas utilisé mes ressources. D'accord. Donc, les ressources, c'est là pour représenter ce que ton personnage est capable de faire en dehors de ses compétences. Ah, j'ai un réseau en plus. J'ai 6 points de réseau. C'est ça. La richesse, c'est à peu près tout ce que tu peux acheter facilement sans avoir besoin de t'endetter. Il y a tout un système pour s'endetter qui est un peu compliqué. On y reviendra probablement plus tard. Avec une richesse de 5, tu peux t'acheter sans difficulté des billets d'avion pour voyager un peu partout dans le monde. C'est quoi le chiffre que tu as dit? J'ai pas entendu. Avec une richesse de 5. Ah, ok, j'ai 6, parfait. Voilà, c'est ça. Donc tu dois commencer à t'inquiéter sur les ressources à partir du moment où ce que tu essaies d'acheter a une valeur d'une ressource plus élevée que la ressource que tu as. Et ton réseau s'étend à tous tes domaines. Donc, vu que tu as le domaine peinture et restauration, ton réseau peut doublement t'aider dans ces catégories-là. Alors, dans les milieux de l'art, réseau, ça te permet d'obtenir des informations, mais influence, ça te permet d'obtenir des faveurs. Pour te donner une petite idée, un réseau de 3 en art, ça te permet d'accéder à un monument en dehors des horaires d'ouverture. À 5, tu peux accéder à la réserve d'un musée. À 6, tu peux accéder à la réserve d'un musée sans surveillance par le conservateur. C'est pas mal ça. Et c'est des valeurs qui peuvent monter jusqu'à 20 ou un truc dans le genre. Voilà. Pour 17, par exemple, à l'armée, tu pourrais demander à un général de déclencher un conflit dans une région instable. Et à 2, tu peux acheter un uniforme de l'armée. et mettons en or à 2, ça me donnerait quoi? À 2, il n'y a pas des exemples pour chaque valeur. Ah, ok, je comprends. Mais réseau me permet d'obtenir de l'information et influence et des services, c'est bien ça? C'est ça. Donc tu as beaucoup plus de facilité pour obtenir des informations que des faveurs. Ok. Je vais dire aux policiers pendant... Est-ce qu'ils m'amènent en voiture patrouille ou je dois aller le rejoindre au poste? T'étais venu, j'imagine, en taxi, t'as pas forcément une voiture de location? Non, j'ai pas de voiture en effet. Là. Oui, il va t'amener au poste. En chemin, je vais les écouter. Je pense que je pourrais vous aider. Un élément pour les tableaux qui ressort souvent, c'est que les gens vont essayer de le revendre. J'ai un réseau que je pourrais essayer de contacter pour vous donner de l'information, savoir si on peut revoir, parce que je présume que le vol d'œuvres d'art, c'est pas nécessairement la spécialité à tous vos agents. Sans offense, chacun a ses domaines, mais les vols d'œuvres d'art, vous avez peut-être une plus petite bégrade, mais je pourrais peut-être apporter mon savoir à votre équipe si vous voulez.
Ce serait bien sympathique de votre part si vous êtes capable de nous obtenir plus d'informations. C'est vrai qu'on a toute une équipe pour les vols en général, mais les vols d'œuvres d'art, c'est pas la chose la plus courante. Si vous pouvez simplement me donner accès à un téléphone au poste après avoir fait le portrait robot, je peux voir ce que je peux faire. Okay. Tu vas le voir droit ton coup de fil depuis la station de police. Ok, donc tu fais le portrait robot. Est-ce qu'il y a un jet de mémorisation, quelque chose à faire pour lui donner des bonnes informations? Oui, c'est vrai que tu l'as pas vu super longtemps. Ce serait probablement intellect sous balance, colonne du milieu. Et pour référence aux gens qui pourraient écouter, c'est la première fois que je joue sur Trinité, donc je ne connais pas encore le système. Donc sur balance, tu me dis? Intellect. C'est intellect gouverne la vivacité de l'esprit, mais aussi la mémorisation et ce genre de choses. Je mets pas de valeur. Non. Oh, 17 et 17. Tu choisis la lumière ou les ténèbres? La lumière. Ok. Est-ce que tu veux expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ce compte-là? Moi, j'ai aucune idée. À chaque fois que je fais un jet, j'ai un lien lumière et ténèbres, et il faut que je choisisse lequel des deux que je veux choisir. Et après ça, il y a un compteur que vous pouvez voir ici qui monte. Mais je sais pas ce que ça fait pour l'instant. Chaque personne est tiradée par deux instincts, l'instinct de faire le bien ou de faire le mal. Et en général, ton personnage a tendance à se comporter plutôt de manière bonne en général. Donc tant que tu prends le dé de lumière, tu peux décrire tes actions. Mais si tu prends le dé de ténèbres, il se peut que la description de tes actions prenne une tournure un peu plus sombre. C'est le seul véritable effet jusqu'à présent. Mais dès que tu avais beaucoup plus de points dans lumière que dans ténèbres, quelque chose a commencé. C'est le fait que les ténèbres t'as 3 points de plus. Ah oui, c'est vrai. T'as un bonus de plus 3 pour toutes les jets de ténèbres. Donc là, par exemple, tu aurais eu 20 en ténèbres et 17 en lumière. Mais la difficulté de base est de 12, et si tu fais plus que 12, c'est suffisant pour réussir ton jet de dés. Donc là, avec la lumière, c'est un succès. Tu es capable de faire un portrait robot assez satisfaisant, même si la jeune femme qui est en train de faire le portrait robot te demande à plusieurs moments si tu es sûr que tu n'es pas en train de te décrire toi-même. La seule différence véritablement notable est le fait que toi, tu as des lunettes plus rondes. Semblerait-il que j'ai quelqu'un qui me ressemble. C'était pas fait exprès du tout d'ailleurs, je précise. Ok, alors tu veux faire jouer ton réseau. Alors, tu veux en gros que quelqu'un te lance une alarme dès qu'il y a quelqu'un qui cherche à revendre ce Stonehenge, n'est-ce pas? Oui, c'est une des choses que je veux aussi avoir. Si jamais je peux tomber sur quelqu'un qui a entendu vent de quelque chose à propos de ça aussi. Plus d'informations que je peux ramasser par rapport au tableau. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient intéressés au tableau qui se sont pas présentés à la vente aux enchères, par exemple? Avec un réseau de 6, ouais, voilà. Personne n'a entendu parler d'une revente. Donc, les différents membres de ton réseau te font parvenir certaines informations, comme le fait qu'il y a des gens dans un réseau auquel tu n'es pas habitué, mais plutôt le réseau occulte, qui commençait à parler d'une signification cachée sur le tableau de Stonehenge. Ah, j'avais d'ailleurs totalement oublié. La première fois que tu as posé les yeux sur le tableau au moment où il était mis aux enchères, tu as eu une vision. Oui, c'est vrai. Une vision pressante, il me semble. C'était le souvenir de l'atelier. Tu n'as plus beaucoup de temps. Cette pensée te ronge alors que tu surgis dans l'atelier de ton ami John Constable, le peintre. Tu es seul et c'est la première fois depuis longtemps que sa voix ne résonne pas à l'arrière de ta tête. Tu utilises le peu de temps qu'il te reste pour te saisir d'un pinceau. Il y a un tableau à l'arrière qui est parfait pour le message que tu dois laisser. Stonehenge, le cercle des prophètes. Tu y ajoutes quelques touches de couleurs discrètes. Quand l'un de tes alliés regardera les retouches, il saura où chercher pour découvrir le secret de la couronne. La peinture n'a pas encore commencé à sécher, que tu sens déjà ta mort arriver. Mais au moins ton secret ne tombera jamais entre de mauvaises mains. Ça, c'était un flashback assez puissant qui t'avait pris en plein milieu du... Oui, pendant que je t'ai réveillé. C'est ça. Mais qui avait à peu près la même force que les rêves que tu avais précédemment. Écoute, à travers mes appels, je vais lâcher un coup de fil à ma mère. Étant donné qu'elle travaille au Louvre et qu'elle restaure des œuvres d'art, peut-être qu'elle peut me donner, mais j'ai une question plus spécifique pour elle aussi. D'accord. Allô? Bonjour maman, c'est Pierre, ça va bien? Très bien, et toi? Ça va bien, est-ce que je te dérange? Non, je suis en train de prendre une pause. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je suis en visite à Londres pour l'acquisition d'un tableau
le Stone Age, je sais pas si tu le connais. Ah, il y a beaucoup de tableaux qui s'appellent le Stonehenge. Tu peux me dire Celui qui c'est fait qui l'a par John Constable. Elle réfléchit un petit peu et dit oui, je crois que je connais un peu John Constable, je suis pas sûr de me rappeler du Stonehenge. Et ça se passe bien? Oui, j'ai gagné les enchères, mais après ça, le tableau s'est fait voler. Il y a eu une explosion, je sais pas ce qui s'est passé, on m'a pas dit précisément, mais le tableau a été volé après que j'ai gagné les ventes aux enchères. Et j'ai remarqué un détail, c'est peut-être juste mon imagination, mais il y avait quelqu'un sur le tableau qui avait beaucoup d'air de ressemblance sur moi. Quelqu'un sur le tableau? Ben, pas le. C'était un autre tableau, je pense, hein, Simon? Oui, oui, c'était deux représentations du Chevalier d'Éon pour être précis. C'est la personne sur laquelle la collection qui était mise aux enchères était centrée. Et en fait, il y avait des membres de la communauté LGBTQIA qui étaient aussi présents et qui, eux, relançaient des enchères sur des objets qui ne semblaient pas avoir autant de valeur que le tableau ou d'autres choses qui étaient présentes. Et quelqu'un avait mis en avant que ton visage ressemblait plutôt au Chevalier d'Éon. Donc, c'est sur un autre tableau de la connexion, je m'excuse. J'ai noté des ressemblances avec le Chevalier d'Éon. Je sais pas, ça m'a. C'est sûrement juste un hasard, là, mais est-ce que ça dit quelque chose? Je pense que ta mère n'a jamais entendu parler du Chevalier Léon, c'est pas quelqu'un d'extrêmement connu. Elle va te dire qu'elle ne voit pas de quoi tu parles, mais que tu vois, tu as un visage assez récurrent. Tu penses que tu as un lien de parenté avec cet homme-là? Ça serait un drôle de hasard, là, mais je tentais juste le terrain à ce sujet. Puis, écoute, je veux savoir si jamais t'entends parler de ce tableau-là. La cliente est très mécontente d'avoir perdu son tableau. Je présume que les voleurs vont tenter de le refourguer ou vont l'afficher. Toi aussi, tu travailles dans un musée très prestigieux. Tu pourrais sûrement en entendre parler. Si tu en entends parler, est-ce que tu peux me donner des nouvelles? Je donne un coup. Ben, je fais ce que je peux pour donner un coup de main à la police, mais je pense pas que ça va vraiment changer quelque chose. Mais si jamais. Elle te dit avec plaisir, mais elle ajoute aussi, tu sais, certains tableaux qui sont volés ne sont pas revendus du tout ou ne sont pas revendus avant des années. En général, ou bien si elles sont revendues, c'est de manière assez discrète. Par exemple, la Joconde, après qu'elle ait été volée, elle a été retrouvée dans la chambre du voleur qui ne l'avait pas revendue. Et si l'art est au courant, ce n'est pas possible de les revendre, quelque chose comme ça. Ouais. Dis-moi pas tout de suite. Je comprends, mais bon, bref, ça vaut la peine d'ouvrir l'œil quand même. Ou si jamais. Peu importe, si jamais t'as quelque chose. Je vais te laisser mon numéro à ma chambre d'hôtel. Ben, mon numéro de chambre, c'est le 204. Je lui donne les informations pour me rejoindre si jamais elle a quelque chose. Là. En tout cas, je suis très contente que tu ailles bien après être passé par loin d'une explosion. Tu veux passer sur Paris pour ton anniversaire? C'était mon prochain sujet. Tant qu'à être à Londres, je pensais peut-être étendre mon séjour. La cliente m'a invité à une fête, mais je pourrais passer le lendemain de mon anniversaire à Paris. On pourrait se faire un petit souper en famille, ça fait un petit moment. Avec plaisir. On te préparera une assiette. Bon, c'est un peu dernière minute, donc je ne sais pas si on va pouvoir préparer si on va pouvoir inviter beaucoup de. Pas de. Stressez-vous pas avec ça, juste vous deux, ça va être mon cadeau. Avec grand plaisir. Donc on se voit dans combien de jours? 3, 2? Ben, ton anniversaire c'est demain, donc ce serait après-demain. Bon, on se revoit après-demain. Je vais aller relayer les informations que j'ai trouvées aux policiers. Je vais leur dire que je suis à Londres jusqu'à après-demain. Puis si jamais j'apprends quelque chose, je vais les contacter. Les policiers te remercient pour toute l'aide que tu leur as fournie et te laissent partir. Je ne pense pas qu'ils vont dire à tous les gens qui étaient présents lors du vol de rester pas loin, enfin, d'autant que vous n'aurez pas pu voler le tableau et puis rester à côté. J'avais gagné les enchères, moi je faisais, s'ils veulent me garder. Quelle heure est-il au fait? Il va être à peu près 2 heures à ce moment-là. Ton personnage va commencer à avoir un peu faim. Ben écoute, je suis à Londres, j'ai rien à faire aujourd'hui, je vais aller manger dans un petit restaurant, puis après ça, je vais aller visiter des attractions locales. Tant qu'à être là, on va profiter. Tu vas recevoir un message de Mireille qui te dit qu'elle t'informe, comme si c'était une nouvelle, qu'elle est toujours furieuse, et elle te dit qu'elle va prendre les choses en main et qu'elle va s'occuper de récupérer le tableau elle-même, et elle te remercie pour tes services, de manière ironique. C'est quoi, c'est une note quand je reviens à ma chambre d'hôtel, ça? Elle t'aura laissé une note dans la chambre quand tu rentres. Je regarde la note, puis à voix haute, je suis comme, mais c'est pas de ma faute si son fichu tableau a été volé. J'ai fait mon travail, moi je lance la note sur le truc, je suis comme, je suis peut-être plus invité à sa fête. La seule réponse
que tu obtiens de la chambre assez vide, c'est une sorte de courant d'air qui est provoqué par le fait que la clé des fenêtres est ouverte. J'avais-tu laissé cette fenêtre-là ouverte, moi? Non. Je marmonne saleté d'employés de chambre qui font pas leur travail, puis je referme la fenêtre. Je vais aller tenter de voir si elle est pas à sa chambre par chance. Au moment où tu te retournes, il y a quelqu'un d'autre qui est présent dans la chambre. Il s'agit de la jeune femme avec laquelle tu avais surenchéri pour obtenir le tableau. Mais qu'est-ce que vous foutez dans ma chambre? Elle a les bras croisés, elle te demande où est-ce que vous avez mis le tableau. C'est une blague? J'ai pas le tableau. Elle penche la tête sur le côté et elle te dit je vous ai vu argumenter avec la dame qui voulait obtenir le tableau. Vous aviez dépassé la somme maximale qu'elle pouvait vous fournir 3 enchères avant que je laisse tomber. Donc, vous n'aviez pas les sous nécessaires, vous n'avez donc pas d'autre choix que de vous rabattre sur votre plan B, le vol. Mais non, elle a autorisé le débloquement de... Mais d'ailleurs, sortez de ma chambre, hein! Si vous voulez parler de ça, allez parler au policier. Moi, j'ai déjà donné ma version des faits. Elle fait un autre pas vers toi et elle te demande, vous n'avez vraiment pas le tableau? Je bouge ma veste. Pensez-vous que je cache le tableau dans ma veste? Elle soupire et elle dit, bon, ça veut dire que ça doit être l'autre. C'est ce que j'ai dit au policier, c'est ce que je soupçonnais. Mais d'ailleurs, comment vous êtes rentré dans ma chambre? Par la porte. Mais la porte est verrouillée, je veux dire, à moins... Si la réception vous donne une clé, moi je vais aller leur parler. C'est pas si difficile de rentrer dans des hôtels comme ça. Juste cogner, ça vous aurait suffi, hein? Je vous aurais ouvert. Votre nom était sur la liste des personnes qui étaient là pour les enchères et que j'ai appelé les hôtels jusqu'à ce que celui-ci confirme que vous étiez dans l'une de leurs chambres. Bon, je peux savoir pourquoi tout le monde tient autant à ce tableau-là? Elle te regarde un peu comme si elle te suspectait d'être l'auteur d'un meurtre grave et elle te demande vous êtes avec quel groupe? Je travaille pour le Smithsonian à New York. Et qu'est-ce que vous voulez dire, quel groupe? Moi, j'ai été engagé par la cliente que vous avez vue à la salle d'enchères pour me procurer le tableau pour elle. Point à la ligne. Je sais pas quoi vous dire. Vous faites partie de quel groupe? Elle lève un sourcil et te dit si vous n'êtes pas capable de me dire de quel groupe votre cliente fait partie, vous ne risquez pas de mettre. Vous avez dit que vous êtes un expert en œuvres d'art? Oui, Vous travaillez pour le Smithsonian? Oui, à New York. Votre cliente, elle vous avait engagé pour faire une étude du tableau une fois que vous l'auriez obtenu? Je repense à la conversation et de mémoire, non. Non, pas non. Quoi, tu es en train de me dire que c'est un faux? Non, mais certains détails que beaucoup de personnes cherchent sur ce tableau ont été... quelqu'un a repeint par-dessus. Donc c'est une altération d'un original? En quelque sorte. Pourquoi des gens s'intéresseraient à un tableau altéré en plus? Je dis, ça n'a pas de valeur. C'est un tableau original a été modifié et ça perd toute sa valeur. Elle hausse les épaules et elle te dit il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans des tableaux, des œuvres d'art, des significations secrètes qui ne sont révélées qu'à ceux qui ont les clés pour comprendre la véritable histoire du monde. Est-ce qu'il y a un mini-bar dans la chambre? Il y a un frigo, je pense qu'il va y avoir quelques bières à l'intérieur. T'inquiète là, est-ce que vous voulez quelque chose à boire? Elle est surprise que tu l'invites et elle accepte volontiers un verre d'eau. Ah bon, je prends une bouteille d'eau du mini-bar. Est-ce que vous voulez un verre? Ouais. Je verse dans un verre. Bon, qu'est-ce qu'il y aurait de caché dans le tableau? C'est les sens cachés des œuvres d'art, je dois vous avouer que c'est quelque chose qui m'intéresse, là. Elle te répond que c'est en rapport avec le Chevalier d'Air. C'était quelqu'un qui était assez connu pour le subterfuge, les compris. Il a modifié plusieurs œuvres d'art de ses amis pour y cacher des messages secrets destinés à des groupes occultes. Groupes occultes. J'ai entendu parler qu'il y a des groupes occultes qui existent, mais Comme vous avez peut-être entendu parler des francs-maçons, des Illuminati. Oui, effectivement, c'est des groupes dont j'ai entendu parler, mais c'est plus de la théorie du complot qu'autre chose, tant qu'à moi. Certains d'entre eux existent. Bon, l'autre que vous dites, est-ce que vous savez son nom? Oui, c'est une sorte de mercenaire, je ne sais pas exactement à quel groupe il appartient, mais je suis arrivé à traquer l'endroit où il se trouve. Bien sûr, si je vais voir la police pour ces informations-là, le tableau sera mis dans les pièces à conviction et je pourrai dire au revoir à l'obtention des secrets. Donc,
Techniquement, cette discussion. Techniquement, le tableau appartient à ma cliente. Tout qu'elle ait le temps de payer. Donc pour le moment, le tableau est dans un état fluctuant. Vous parlez de votre cliente, mais est-ce que vous êtes techniquement encore engagé par elle? Bah, je regarde la note que j'ai mise sur la table. Pas sûr, je pense pas. J'aurais peut-être besoin de vos services s'il s'agit de faire une analyse approfondie de ce tableau et de ses secrets. Oui, certainement, si vous retrouvez le tableau, mais si vous retrouvez le tableau, si vous le gardez, c'est comme du vol. Je sais pas. J'ai malheureusement pas d'expert en œuvre d'art sur Londres, donc je vais me diriger vers l'endroit où réside actuellement l'autre personne qui avait surenchéri. Je vais prendre le bloc-notes sur la table, je vais donner le numéro de téléphone chez mes parents et mon numéro de téléphone chez moi. Ben, si vous retrouvez le tableau, appelez-moi. Je peux voir ce que je peux faire. Mais j'analyse le tableau pour vous et on le remet aux autorités après. Elle hoche la tête et puis elle dit « Il s'agit d'un groupe de voleurs, je ne sais pas si je vais arriver à revoler le tableau. Mais éventuellement, je peux vous introduire à l'intérieur et vous faire l'analyse à cet endroit-là si on arrive à retrouver le tableau. » Vous voulez me faire introduire dans une place de gens que vous qualifiez de voleurs pour aller me faire évaluer le tableau. J'ai l'air de James Bond? Elle penche un peu la tête et elle dit « Non, mais vous avez un air de ressemblance avec quelqu'un qui était l'équivalent de James Bond à une certaine époque. » Ah. Bon, écoutez, si je peux vous aider, je vais essayer de vous aider, mais je vais pas dans un repère de voleurs, moi là. Je comprends que vous voulez les secrets, mais vous devriez vraiment transmettre l'information que vous avez aux policiers. Je compte sur vous pour ne pas faire ça. Pour le moment, ce n'est qu'une supposition que je vais arriver à le trouver. Je vous souhaite bonne chance. Elle s'apprête à partir, et puis au moment où elle arrive à la porte, elle te demande combien est-ce qu'il faudrait vous payer en théorie pour que vous veniez avec moi. Je vais y réfléchir. Rappelez-moi ma chambre d'hôtel plus tard ce soir. Attends 2 heures. Mais ça va. Je vais saisir le téléphone de la chambre, puis je vais appeler mon patron, là. Ok. Paul Billitz, s'il est le soir pour toi, ça va être super tôt le matin pour lui. Je pense que tu vas pas arriver à le joindre au travail. Ben, je vais lui laisser un message, en fait, à son bureau. Monsieur Billitz, c'est Pierre Blanchard. Juste pour vous donner des nouvelles de la vente aux enchères de Madame Agopienne, ça s'est bien passé. J'ai réussi à remporter les enchères, mais le tableau a été volé. La police est sur l'enquête, mais là, il y a quelqu'un qui s'est introduit dans ma chambre pour... En tout cas, rappelez-moi... mon numéro de chambre, c'est le 202. Rappelez-moi quand vous allez avoir le message. Je quitte Londres probablement d'ici 2 jours pour aller à Paris. Si ça vous va, rappelez-moi, puis je raccroche. C'est le pire message que j'ai laissé, ça.